Bonjour à tous et bienvenue. Le mercato n'a pas encore officiellement commencé que les articles et rumeurs bruissent de partout. Notamment de certains journalistes qui, il y a quelques années encore, ouais mais frérot t'inquiète, je t'ai présenté tel mec, pour essayer de récupérer des petits pourcentages sur les deals. Et qu'aujourd'hui ils nous font des tweets en anglais mode Fabrizio Romano. Donc dans cette énorme jungle qui mériterait une vidéo spéciale, on va s'attarder plutôt sur les spécificités de ce mercato estival parce que j'entends tout et n'importe quoi. Or cet été, les règles ont un petit peu changé. Alors elles ont déjà changé pour toutes les équipes qualifiées à la Coupe du Monde des clubs, puisqu'on a ouvert une fenêtre de mercato spécialement pour eux. Et oui, comme je l'avais expliqué il y a un certain temps, vu que la Coupe du Monde des clubs revisitée est une idée du divin chauve Gianni Infantino, et ben la FIFA ne se met pas au service du football, mais au service des idées de son président. Qu'importe si cela va à l'encontre même des règlements et tout. Donc on va tout modifier pour permettre au club d'avoir une fenêtre spéciale mercato. Ça nécessite encore pas mal de choses liées aux joueurs en fin de contrat, qu'est-ce qui va se passer. Mais bon, en tout cas c'est la Coupe du Monde des clubs. Et surtout cette Coupe du Monde des clubs elle va avoir un autre impact. C'est qu'économiquement on met tellement d'argent pour que les équipes ne fassent pas jouer les remplaçants, qu'en fait ça va avoir un boost économique pour ces clubs terribles. Et tous ceux qui ne sont pas qualifiés, c'est vraiment un énorme coup. Et surtout dans certains championnats, on avait parlé de la Nouvelle-Zélande, on peut parler des championnats africains ou asiatiques, et en fait et même en Amérique centrale, ça va donner un tel boost économique qu'ils ont un pouvoir financier que les autres n'ont pas. Donc ça va forcément bouleverser les mercatos de ces pays-là. Deuxième point de règlement qui est très important, c'est les nouvelles réglementations en Première Ligue maintenant sur les pertes cumulées. Et sachant, bon, je pourrais faire une vidéo spéciale sur comment se calculer les pertes, il y a plusieurs manières et tout. Ce qui fait que ça va limiter forcément le mercato de certaines équipes. Parce que on est habitué. Normalement, tu te dis, tu as toujours un pigeon anglais qui va arriver, qui va te mettre 30 briques sur un joueur. Et c'est le rêve de toutes les équipes. Mais t'inquiète, on va faire jouer la concurrence de l'Angleterre pour faire monter les prix. Et souvent avec des deals pas toujours nets, notamment de West Ham, qui est potentiellement le club le plus folklorique des dernières années en matière de transfert. Tu vas d'un coup avoir une offre de 20 millions, tu ne sais pas comment, 25, etc. Sauf qu'un club comme West Ham, aujourd'hui, ils ont besoin de vendre. Donc c'est pour ça qu'ils attendent que Kudus, allez, part en Arabie Saoudite, Kudus. Ils attendent que ça, même si, vu le nouvel agent de Kudus qui se présente à tout le monde sur WhatsApp en disant « Hello, I'm Mohamed, Kudus Agent » et il envoie une photo de lui, je ne suis pas persuadé que ça aide à la crédibilité de la personne. Mais ainsi soit-il. Donc West Ham, Fulham, on va dire des voies de garage un petit peu en Première Ligue, aujourd'hui elles sont un peu embêtées. Aston Villa, vu que la qualification en Ligue des Champions a échappé aux Villains, ils ont aussi besoin de se conformer aux nouvelles règles. C'est pour ça que l'été dernier, ils étaient dans une situation très précaire parce que déjà la masse salariale était beaucoup trop haute et qu'ils ont dégagé Douglas Luiz comme ils ont pu à la Juventus contre 2 joueurs en échange. Vous savez, les fameux échanges de joueurs pour les bilans comptables. Donc la Juve faisait un petit peu pareil. D'ailleurs, Douglas Luiz est sur le départ. Il aimerait retourner en Angleterre. Ça fait 6 mois que la Juve déjà ne veut plus lui. Mais Villa va devoir faire d'autres opérations. Alors potentiellement Emiliano Martinez, dont il souhaite se séparer depuis un moment pour le salaire, pour plein de raisons. Mais ça va également limiter les mouvements des Villains. Pareil pour d'autres équipes. Alors Newcastle s'est qualifié par Ligue des Champions, certes, mais ne va pas faire non plus de folie. Chelsea est dans l'obligation aussi de vendre certains joueurs parce qu'ils ne peuvent pas continuer comme cela. Donc réellement, la Première Ligue sera encore un championnat dominant, mais aura moins, on va dire, d'opérations folkloriques pour sauver certaines équipes mal en point financièrement. Parlons par exemple de Manchester United. Alors là, vous avez peut-être dû voir que l'attaquant brésilien de Wolverhampton, Cunha, ils veulent faire péter la clause, c'est-à-dire à peu près 70 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises, payés en 2 ou 3 ans. Donc on avait expliqué les difficultés économiques de United. Alors évidemment, heureux hasard encore qu'on a Kia Joorabchian autour de ce joueur-là, Kia Joorabchian qui est évidemment l'agent de Zirkzee. Vous vous rappelez ce joueur, je crois de Bologne, si je ne dis pas de bêtises, où en fait, il n'y a que United qui a accepté les commissions. On se demande, ça va être encore une fois le fruit d'un travail de scouting très bon. Alors le joueur est très fort, il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est que tu vas faire péter la clause direct, donc tu négocies même pas. Donc 70 briques. Sauf que United, cette année, va être obligé d'équilibrer entre les achats et les départs, comme on l'a expliqué. Et ça va être le cas pour d'autres équipes. Alors, bien évidemment, Liverpool, Arsenal. Attendez-vous à un beau mercato en théorie d'Arsenal, de ce que j'ai entendu. Tu as d'autres équipes qui travaillent relativement bien. On peut penser à Brentford, on peut penser à Brighton. Je m'inquiète pas trop pour eux. Bon, Nottingham Forest, vu le propriétaire, j'ai envie de te dire, tout est possible. Mais globalement, on a City aussi qui va encore racheter, sachant qu'il y a eu pas mal de changements aussi avec le départ de Begerstein et tout. Donc j'attends quand même de voir beaucoup de choses à City. Donc il y aura toujours ce pouvoir très très fort. Même les promus, on sait que Sunderland va avoir une certaine manne financière parce qu'ils ont besoin de se renforcer. Pareil pour Leeds, etc. Il y aura donc de plus en plus de mouvements intra-Angleterre. On le voit d'ailleurs de plus en plus parce que déjà pour une logique salariale. Un joueur qui est déjà en Première Ligue, pour le sortir, c'est compliqué. Or,
les clubs anglais ont besoin de faire des fois une petite vente pour commencer, si tu veux. On l'avait vu avec Brentford, hein, quand ils étaient très contents de voir Toney en Arabie Saoudite. Pareil, Aston Villa, ils étaient ravis de John Duran en Arabie Saoudite. Donc ils espèrent, comme West Ham avec Kudus, et c'est de se dire on va laisser partir un grand salaire avec une unité de transfert sur des joueurs entre 20, 27, 28 ans. United d'ailleurs souhaite se séparer de certains joueurs aussi dans le golf pour en fait se libérer des masses salariales et récupérer de certaines mises de transfert afin d'équilibrer un peu plus parce qu'auparavant les clubs de Premier League dépensaient beaucoup plus qu'ils ne vendaient. Donc avec les nouvelles règles ça va changer et il y aura en fait au lieu que la Premier League arrive très vite sur le marché on va attendre. Alors vous allez me dire mais oui mais toujours les 15 derniers jours c'est la folie, oui mais là en fait les clubs vont plus pouvoir jouer sur une concurrence effrénée en Premier League. À l'inverse de la deuxième force économique, on va dire aujourd'hui, qui est l'Allemagne. Pourquoi je dis ça? Peut-être que les clubs allemands ont peut-être moins de force que l'Atalanta, que le Napoli et d'autres. Oui. Par contre, aujourd'hui, un club comme Augsbourg, un club comme Wolfsburg, s'ils ont envie de mettre 10-15 briques sur un joueur, ils peuvent. Stuttgart, j'en parle même pas. Stuttgart, ils sont d'ailleurs sur plein de joueurs français. On le voit avec Assinon de Rennes, mais pas que. On sait que Leverkusen a de l'argent, Dortmund, etc. Pourquoi? Parce qu'ils vont toujours aussi réussir une ou deux ventes. Mais en fait, on a peut-être la gestion la moins bordélique, on va dire ça comme ça, plutôt la plus saine d'Europe, c'est l'Allemagne. Donc il y a une logique, il y a une attractivité financière et il y a des liquidités en Allemagne. Sauf que Stuttgart, par exemple, les mecs sont scoutés. Ils savent sur qui ils vont se mettre. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se mettre sur les top joueurs en France. C'est trop cher en salaire. Donc ils vont aller sur des joueurs intermédiaires. Et c'est là où il faut comprendre le marché de cet été. Pourquoi, par exemple, le marché belge il est attractif? Plus que certains clubs de Ligue 1. Tu vas en Belgique sur un bon joueur, un prospect. On te dit à être 10 et 15 millions. C'est cher même des transferts. Sauf que le joueur, il est peut-être à 40 000, 30 000, 50 000. Donc tu lui proposes un contrat de 5 ans. Tu le proposes entre 100 et 150 000, tu le fais x3, x4 le salaire, le joueur est content. Tu vas en Ligue 1, Ludovic Blas par exemple, on a déjà pris cet exemple-là. C'est un bon joueur, on est d'accord. Bon, pour sortir, il faudra au moins 15 briques. Donc pareil. Sauf qu'il a déjà un salaire à plus de 200. Donc tu dois lui augmenter son salaire pour qu'il, donc tu vas lui mettre 300. Donc en fait, sur 4 ou 5 ans de contrat, donc vous comptez ce que ça vous fait chaque année, c'est plusieurs millions. Donc vous préférez aller sur des joueurs qui ont moins de salaire, où en fait vous savez que les transferts sont équivalents, pour ne pas avoir et le transfert et un salaire pareil à payer. Or le problème pour tous ces clubs-là, c'est justement de dégager les salaires parce que les masses salariales sont beaucoup trop hautes. Les Allemands ciblent notamment des joueurs, des prospects français, des mecs qui peuvent aller 10, 15, 20 millions, des joueurs peut-être comme Kalimundo pour rester sur Rennes. Et dans le même temps, le problème du marché français, qui comme on l'a vu en Allemagne, il y a quand même quelques iniquités. En France, c'est pas le cas. C'est-à-dire, on doit attendre que les mecs te prennent des joueurs pour potentiellement ensuite recruter. Or, la Première Ligue, t'attends un peu. L'Allemagne, en effet, va se mettre sur quelques joueurs. Mais ça va moins être le cas. Et surtout, t'as moins de concurrence à faire jouer. Et troisièmement, ils connaissent tes difficultés économiques. Donc, ils n'ont pas besoin de surenchérir vis-à-vis des clubs. Donc, c'est pour ça que les clubs français sont dans une situation précaire. Après, ils vont se dire, mais on a l'Italie. Sauf que l'année dernière, tu avais les pigeons de l'AS Roma. Parce que l'année dernière, il faut appeler un pigeon un pigeon. L'AS Roma, la balance des transferts de l'année dernière, Gisolfi, s'il garde son poste, je lui dis bravo. Parce que c'est un miracle. C'était, on a dépensé à tort et à travers. Alors attention, il y a eu plus d'influence à la Roma, il n'y a pas qu'un seul décideur et tout. Cette année, la Roma ne peut pas se permettre de faire la gabegie qu'ils ont réalisée l'année dernière. Alors l'Atalanta, il y a de l'argent, Napoli, il y a de l'argent, tous les clubs qui vont en Ligue des Champions, il y a de l'argent. Ça, il n'y a pas de souci. L'Inter devra quand même un minimum équilibrer. La Juve, ok, se qualifie. Mais vous avez vu les bilans financiers de la Juve. Alors après, la Juve vont te faire des échanges, des ci, et là. Attendez-vous à du folklore. Peut-être essayer de rapatrier Tonali qui souhaite partir de Newcastle depuis un moment. Mais bref, on sait qu'ils n'ont pas non plus le potentiel économique qu'ils avaient auparavant. Après, vous avez des clubs comme Com. Com, ça a de l'argent, attention. Le Milan AC, tu te dis, vont être obligés d'investir après cette année catastrophique. Sauf que tous les clubs de milieu de tableau, les Udinese et tous les autres, même la Fiorentina, ils vont pas faire des folies. Bologne, qui est un club plutôt bien géré économiquement, va pas faire des folies. Tous ces clubs-là, en théorie, ils attendent de dégager des joueurs avant de pouvoir en acheter et leur balance des transferts est toujours positive à ce niveau-là. Donc, t'attends pas à des folies. Ils vont cibler. Reste l'Espagne, vous allez me dire. Sauf que l'Espagne, il n'y a plus un rond. Séville, il n'y a plus un rond. Tous ces clubs qui avant étaient capables de mettre des transferts, aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Vous allez me dire, mais Villarreal, le Betis. Regardez, chaque année, Villarreal et le Betis, ils sont positifs. C'est-à-dire qu'ils vendent plus que ce qu'ils achètent. Et l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, le Betis, les mecs comme Lo Celso et tous autres, c'est 4, 5, 6 millions. Il y a un joueur à plus de 10 briques, ils ont fait de MLS, de mémoire. Sinon, il n'y en a pas un à plus de 10 millions. Et c'est souvent des prêts avec option d'achat ou des joueurs libres et tout. Après avoir vendu certains joueurs. C'est pour ça qu'à un moment donné, Fekir, on lui a mis un coup de pied au cul, légende ou pas, c'est qu'on a besoin d'économiser le salaire parce que si on voulait racheter tout. C'est compliqué l'économie des clubs espagnols. Villarreal, c'est pareil. Villarreal, l'année dernière, ils ont vendu Sorloth notamment et d'autres joueurs. Alors, ils ont pu en faire plusieurs à plus de 10 millions, notamment un joueur de Toulouse, ils ont fait Barry également. Ok. Sauf qu'en fait, ils sont positifs. La Real Sociedad, pareil. À l'époque, ils avaient vendu Isaac, on rappelle d'autres gardes et tout. Ils savent toujours quoi faire. Mais c'est des clubs qui peuvent te mettre 10-15. Sauf que si te mettent sur le transfert, ils ne vont pas forcément te mettre sur le salaire. Économiquement, on a évidemment des équipes très très fortes. On peut penser à l'Atlético Madrid, le Real cette année qui risque de faire un bon mercato. Mais pareil, ils vont s'y vendre un minimum et surtout, ils vont cibler que quelques profils. Mais le club moyen espagnol aujourd'hui, il ne peut pas. Alors qu'avant, comme je dis, tu avais Séville, tu avais Valence, tu avais le Celta, tu avais des mecs qui étaient capables de mettre un peu d'argent, d'avoir des liquidités.
Aujourd'hui, les liquidités, elles sont plus dures à avoir. Donc en fait, tous ces clubs-là, ils se retournent. Ils disent, dites-moi en Arabie Saoudite, vous voulez pas nous acheter des joueurs? Surtout pour se libérer des salaires. Alors en Arabie, attendez-vous qu'Al Qadisiyah, le club d'Aramco, donc la compagnie pétrolière, continue ses investissements. Et surtout Neom, qui va monter en première division. 2 montées consécutives. Vous avez pris Benrahma, d'ailleurs l'Olympique Lyonnais était très content de s'en être débarrassé l'hiver dernier. Eux, ils vont mettre. Et les tops, Al Hilal, vu cette saison complètement décevante vis-à-vis des trophées, Al Nasser, Al Ittihad, voire Al Ahly, recruteront toujours quelques joueurs. Les autres, alors oui, va avoir des nouveautés, mais c'est tellement le bordel. C'est-à-dire avec les agents. Là, par exemple, avant, il y avait un gros agent, enfin, un intermédiaire réputé, égyptien, on disait, Adam, je crois qu'il se faisait appeler, qui était de Nice. Plus compliqué pour lui, là. Il y a pas mal de mecs, c'est un peu plus compliqué, le marché saoudien. Il s'est passé certaines choses. Donc là, tu as des gens qui essaient de récupérer pas mal d'influence, notamment le frère de Karim Benzema. Donc en fait, c'est toujours le problème de comment t'arrives et tout. Les profils saoudiens, c'est des profils de plus en plus jeunes. Et pour tous les autres clubs, où on se rappelle, il y a des dettes, il y a des retards de salaire, attention, l'Arabie Saoudite, c'est pas l'Eldorado pour beaucoup, attention. Ils vont peut-être faire les transferts d'1 million, 1,5 million, 2 millions. Pas plus. C'est-à-dire que tu vas avoir les tops, oui, mais tu vas pas pouvoir liquider tous tes joueurs en Arabie. Alors vous allez me dire, mais il reste la MLS. La MLS, c'est aussi une voie de sortie pour les salaires. La MLS ne payera pas. Et le transfert. Et le salaire. Sauf que pour les clubs, c'est urgent, on a besoin de liquidité pour les déficits structurels et tout. C'est pour ça qu'un championnat suisse, un championnat belge, il devient un peu plus attractif parce que les salaires des joueurs sont moins grands. Donc le risque est moins grand et tu te dis, ça peut faire une logique. Je vais récupérer un joueur là-bas, je vais mettre un ATM transfert, un jeune. Mais s'il est bon, je ne le paye pas tant que ça et derrière, il pourra réévoluer. Parce que si je prends déjà un mec à gros salaire, je lui donne encore un plus gros salaire, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'on a vu aussi l'émergence, depuis quelques années, du marché nordique. Danemark, Suède, Norvège. Mais vous avez remarqué que maintenant, les joueurs issus de ces championnats-là, le prix, c'est presque devenu prohibitif. Donc maintenant, il y a d'autres marchés. Et ça, je vais notamment en parler pour les joueurs, on va dire, de deuxième tableau. Auparavant, en Ligue 2, tu avais des très gros salaires. Tu peux arriver à 20 000, des fois plus, 30, 40, mais tu as au moins 10, 15 000. Ah, c'est compliqué. Là, aujourd'hui, il va y avoir 10 000 dans les clubs moyens de tableau Ligue 2, en France. Tu le prends, ton 10 000, tu es très content de l'avoir. Sauf qu'il y en a qui n'ont pas encore compris ça. Il y en a qui vont se retrouver sur le carreau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on écoute la Bulgarie. La Roumanie encore, ça a toujours été un milieu en compétition. Mais la Bulgarie, historiquement, c'est un championnat assez faible. Sauf qu'en Bulgarie, tu peux prendre 10-15 000. Tu as des clubs qui mettent ça. Et tu te dis, en fait, pourquoi pas? Avant, tu n'écoutais même pas. Pareil, aujourd'hui, tu peux me trouver un truc en Turquie, en Grèce, à Chypre. Avant, ouais, bon, on va voir. Parce que tu es juste des légendes. C'est vrai que des fois, tu as des mauvais payeurs et tout. Sauf qu'en salaire, on sait que ça peut donner. Maintenant, tous les mecs, ok, ça m'intéresse. Donc en fait, on voit qu'il y a un nouveau marché à ce niveau-là. La Bulgarie s'est éveillée, même un petit peu les Pays-Bas. Tu as des mecs qui vont dans des Pays-Bas. Avant, c'était inimaginable qu'un mec national, bas de tableau Ligue 2, aille se retrouver en Estonie, principalement en Lituanie, voire en Lettonie. On n'imaginait pas ça, voire un peu en Azerbaïdjan. Aujourd'hui, on écoute tous ces marchés-là. Donc ça montre bien les nouvelles réalités économiques d'un mercato qui, évidemment, va étouffer, etc. On va voir les échanges et tout, où tu as quand même un peu moins de folie, un peu plus en théorie de recul, mais malheureusement, c'est là où on voit que les agents sont toujours aussi influents. Je terminerai par une petite anecdote du tonton, du maître Pini Zahavi, évidemment, pour ceux que ça intéresse. Mais je me demande quand même par quel miracle le Barça s'intéresse à Marcus Rashford. Ah ben, on me dit que c'est Pini Zahavi qui gère les intérêts maintenant. C'est un peu comme Manchester United qui nous fait Cunha. Des fois, il y a des raisons sportives. Et puis, avant le sportif, il y a toujours une chose, c'est le business. Et ça, cet été, ça, je peux vous le dire, ça soit à bas niveau ou encore plus haut, il y en aura, notamment pour contourner les règles et continuer à acheter, même si on est endetté. C'est ça la magie du football. Keep the faith.